le lieu dans lequel on s'enregistre, quand on s'enregistre, a plus d'importance que ce qu'on pourrait penser, à mon avis, pour différentes raisons. Euh, Déjà, parce que si on est dans un lieu artificiel et qu'on enregistre sa voix, je pense qu'on risque, peut-être que c'est pas toujours le cas, mais qu'on risque d'avoir un discours qui est tout autant artificiel que le lieu dans lequel on se trouve. Et par contre, si on est dans un endroit naturel, moi je pense quand même, ça c'est vrai, c'est-à-dire, puisqu'on était en train de parler d'intuition, j'ai l'intuition qu'il vaut mieux que je me mette dans un endroit qui est naturel si j'ai envie d'être naturel. Et là, on est dans un endroit qui est relativement naturel, puisqu'on est dans une forêt préservée, une forêt d'une sorte de réserve naturelle, où je ne sais pas exactement quel est son statut, mais qui est un endroit quand même avec des grands arbres, des beaux platanes, des beaux chênes, des zones qui sont très peu touchées par l'homme. Tiens, on va aller par là. On va faire demi-tour. On va remonter la digue et on va marcher jusqu'à. On va voir. Peut-être qu'on va marcher jusqu'au port au pétrole, comme ça, on va voir un truc pas du tout naturel, mais que je trouve très beau quand même. Et et ouais, ici donc on est au bord du Rhin, dans une forêt naturelle qui est, il y a des castors, il y a une belle nature. La chasse est pas autorisée, mais les animaux sont gérés. Et puis c'est un peu une reproduction, en fait, un mélange entre un truc naturel et un truc artificiel, puisque c'est une reproduction d'une forêt naturelle un peu d'époque de ce qui se passait avant que le Rhin soit canalisé. Donc là, on est à une centaine de mètres du Rhin qui est canalisé, dans lequel il y a tous ces barrages et tout ça. Et le long du Rhin, bah, il y a cette digue sur laquelle on marche actuellement. Et à notre droite, cette digue qui sert encore aujourd'hui, qui servait à protéger la ville en cas d'inondation, en cas de débordement, de problème, et, euh, qui aussi a servi comme élément de défense dans la ligne Maginot. Hein. Il y a des bunkers tout autour là. Dans cette forêt naturelle, moyennement naturelle, il y a plein de bunkers restent donc de la ligne Maginot. Et à notre droite, on a cette forêt qui fait un peu tampon aussi, qui est une zone naturelle euh, et qui est voilà, c'est pas une forêt exploitée. Il y a des, je sais pas, il y a des endroits. Si on rentre un petit peu, d'ailleurs on n'a pas le droit, je crois, mais en théorie, on va, voilà, si on le fait quand même, on peut se promener et c'est des endroits qui sont assez magiques parce que c'est des endroits qui sont préservés. Il y a des marais, il y a de l'eau comme ça, il y a des arbres géants qui sont tombés, qui ont été foudroyés. C'est euh, c'est quand même une belle forêt et je pense que ça a un effet positif sur le contenu qu'on peut créer, euh, de se promener dans cette forêt-là plutôt que d'être coincé dans un studio ou de se promener en ville. Après, je dis pas que c'est bien ou mal, ça dépend de ce qu'on a envie de créer. Et moi, j'ai envie d'avoir une certaine authenticité, j'ai envie de partager qui je suis, ce que je pense. J'ai pas envie de jouer un personnage ou de manière très marginale, on va dire, sur des choses précises que j'ai pas envie de partager. Mais en gros, j'ai juste envie de raconter qui je suis. Et c'est un lieu qui s'y prête bien. Pour une autre raison aussi, c'est que c'est un lieu, comme il est tout près de la frontière allemande, c'est un lieu où on n'a pas du tout de réseau. Et ça, bah, se mettre dans un endroit où on peut pas du tout aller demander à ChatGPT comment s'appelle tel ou tel psychologue, comme ça nous est arrivé tout à l'heure pour moi. En tout cas, j'avais pas accès à Internet, j'ai pas pu le chercher. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça aide à la concentration, ça aide à être, à passer un bon moment, à avoir une bonne réflexion, une bonne relation avec soi-même dans ce moment-là. Ouais, voilà ce que je voulais dire par rapport à la forêt. Pardon, une dernière chose, la vanne est grande ouverte, elle ne s'arrête plus. Euh, il y a un mouvement au niveau associatif autour de la gestion de cette forêt qui est intéressant, c'est que
c'est pas vraiment une forêt rhénane naturelle parce que dans les forêts rhénanes, traditionnellement, il y avait une, deux, trois inondations par an. Et du coup, tout l'écosystème était basé sur ce principe-là. Toute la végétation, c'est un peu une espèce de semi-mangrove, quoi. Les mangroves, c'est ces forêts qui sont au bord de la mer, et alors il y a la marée qui monte et la marée qui descend. Bon, ça c'est tous les jours, et en plus c'est de l'eau salée, du coup ça crée des végétations très particulières. Mais là, c'était aussi, il y avait aussi ce phénomène qui se produisait. Et plus au nord de Strasbourg, le long du Rhin, il y a une autre forêt qui s'appelle la forêt du Rorschollen, qui elle est gérée par la par électricité de Strasbourg, non par EDF. C'est quoi EDF? Électricité de France, je suppose. Je crois que c'est eux qui gèrent ça. Bon, qu'importe. En tout cas, c'est ces grands barrages qui sont gérés. Et en même temps, ils ont fait une zone naturelle euh, qui est une forêt dans laquelle ils reproduisent artificiellement ce phénomène. Et du coup, deux, trois fois par an, ils vont ouvrir les vannes, ils vont inonder, et la nature va évoluer, l'écosystème va évoluer de comme à l'époque avant la canalisation du Rhin. Et, euh, et c'est un chouette endroit pour se promener. Je sais pas, je suis pas un grand botaniste ni un grand zoologue, mais il y a par exemple là-bas souvent des grues blanches. Des grues blanches, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais des grands oiseaux, des grues, ouais. Je crois que c'est des grues blanches qui sont très belles et que on voit très peu, très rarement ailleurs que là-bas, alors que quand on y va, bah, on en voit souvent. Voilà, j'aime bien cette forêt. Le Rorschollen, c'est alors pour y aller, il faut